fais-tu, Anne? Eh bien, Qu'est-ce que tu fais? Je suis pédopsychiatre, Oui. je suis praticien hospitalier, donc je travaille dans un hôpital public spécialisé en psychiatrie. Oui. Et je m'occupe particulièrement d'un hôpital de jour qui accueille des enfants avec autisme et aussi des enfants qui ont des troubles sévères de l'attachement. Ça veut dire qu'ils ont des gros troubles du comportement dans leur manière d'être en relation avec les autres. Oui. Et donc, essentiellement, des enfants avec autisme, c'est-à-dire des enfants qui ne communiquent pas comme nous et qui ne nous donnent pas l'impression d'avoir envie de communiquer avec nous. Donc, ils nous apparaissent comme sans ressources, dans un univers fermé sur eux-mêmes. Et si on les percevait heureux et à l'aise dans cet état, on se dirait pourquoi pas, mais ils sont en grande souffrance. Mais on ne sait pas spontanément comment entrer en contact avec eux, comment aller vers eux, comment faire pour qu'ils acceptent le fait qu'on vienne vers eux sans les effrayer, sans encore plus les perturber. Et ça fait c'est une souffrance à la fois pour eux et pour les familles. Et pour les parents, pour les fratries. Les parents, imaginons que des parents ne savent pas comment communiquer, comment rassurer leur enfant. C'est un drame terrible. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de solution en fait. On ne connaît pas de solution médicale encore aujourd'hui. Non, on ne sait toujours pas ce qui provoque l'autisme. Même si on cherche dans tous les domaines, on cherche dans le domaine génétique, on cherche dans le domaine de l'alimentation, on cherche dans tous les domaines. Actuellement, on ne sait toujours pas ce qui provoque l'autisme. On pense qu'il y a des causes multiples, c'est tout ce qu'on sait. Quelque part, c'est une vraie énigme pour nous. Et depuis près de 30 ans, je m'occupe d'enfants avec autisme. J'ai moi-même progressé. Là, en 30 ans, on a fait des progrès incroyables dans la compréhension de l'autisme, dans l'identification des troubles autistiques, dans la meilleure connaissance quand même. On sait maintenant, c'est pas dû à une erreur de relation parent-enfant, bien sûr que non. Même si ça ne veut pas dire que la manière d'être en relation ne compte pas. Mais c'est pas ça qui provoque l'autisme. Dans la multitude des recherches que vous avez lancées dans ton service, vous avez essayé des relations avec les animaux. Oui, c'est ça. Ça a été une succession de rencontres, de réflexions. C'est une infirmière de mon équipe qui avait un chien. Elle avait envie de faire quelque chose avec son chien pour aider les autres et les personnes souffrantes. Et moi, je me suis dit, mais finalement, ce serait formidable d'essayer avec un chien. Alors, quand on est dans un hôpital public, eh bien, il faut lever toute une série d'obstacles. Je ne savais pas du tout ce qui allait sortir de ça. Et j'ai observé que quelque part, l'enfant acceptait mieux cette communication silencieuse avec l'animal que l'interaction par la parole de l'être humain. Depuis plusieurs années, je m'intéressais à rentrer en contact avec les autistes de manière non verbale, parce que le langage n'est pas quelque chose de prioritaire pour eux. Je me suis dit que l'animal qui ne communique pas par le langage, eh bien, il communique par le corps, par la peau et surtout par les émotions. Ça aussi, c'était une grande question pour moi. On dit souvent, on a longtemps dit que les enfants avec autisme n'ont pas d'émotions, ne savent pas quoi en faire. Ils ont des émotions. Elles arrivent en vrac. Elles arrivent avec une intensité souvent disproportionnée. Et ils ne savent pas eux-mêmes quoi faire de cette émotion, ils ne savent pas l'identifier, ils ne savent pas la partager. J'ai été très étonnée de voir que l'enfant avec le chien s'apaise. Je me suis dit, et ça c'est grâce à toi, parce que j'ai découvert parallèlement à ma vie professionnelle la communication intuitive, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils se disent? Comment fait le chien? Qu'est-ce qui se passe entre le chien et l'enfant pour que là ça marche, alors qu'avec nous c'est si difficile? Est-ce que nous ne savons plus communiquer? Et c'est là que je me suis dit, mais est-ce qu'on prend vraiment garde à nos émotions? Parce que le langage émotionnel est extrêmement important. J'ai fait comme quoi c'est une série de petites choses. J'ai fait une formation à la thérapie familiale systémique, plus de 10 ans maintenant. On s'intéresse au langage du corps. On s'intéresse à ce qui est dit par les gestes, l'attitude, l'expression, autant que par ce qui est dit. Parce qu'on s'intéresse à la communication, ce que chacun entend.
Et donc, en m'intéressant à ça, je me suis dit, mais comment est-ce que nous sommes, nous, dans notre langage avec les enfants? Et c'est le chien qui m'a montré ce calme et l'enfant va vers lui. Je me suis dit, peut-être que le chien a des choses à nous apprendre sur l'attitude, la manière d'être. Et alors, on a observé le fait qu'on observe les changements. On s'est dit, tiens, cet enfant qui ne regardait pas, il se met à regarder. Tiens, là, tout d'un coup, il a partagé sa relation en regardant, en cherchant à faire participer l'adulte à côté de lui à sa relation. Ça, pour nous, c'est extraordinaire parce que c'est justement ça qui fait défaut dans l'autisme. Je parle des formes sévères essentiellement. Donc ça, c'était pour moi une découverte. Mais du coup, j'ai commencé moi-même à réfléchir comment je parle, comment est ma voix, quelle est mon émotion, quelle est ma gestuelle. Parce que les animaux, eux, ont un calme, ont une posture. Ils sont dans l'ici et maintenant. Ils ne sont pas dans qu'est-ce que j'ai fait hier et qui me casse les pieds et puis qu'est-ce que je vais faire comme course tout à l'heure parce que faut que je prépare mon repas. On est tout le temps comme ça, nous les humains. On n'arrive pas à être dans l'ici et maintenant. On ne sait pas être dans cette posture. Allez, je suis tout à toi et je suis dans le calme de cette rencontre. L'animal permet ça. Ça, c'est une intuition. Et grâce à toi, je découvre que oui, bien sûr, il y a la sagesse de l'animal qui ne se perd pas dans ce qui s'est passé avant et dans ce qui se passera demain. Il est totalement là. Les échanges qu'on a eus sur le travail que tu as fait avec les chevaux m'a émerveillée. Quelle sagesse! Ils ne sont pas perdus. Ils ont à nous apprendre à être dans l'instant présent. Toutes les sagesses du monde le disent. Et pourquoi on ne le fait pas? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Et tous les jours, on progresse. On a des vrais résultats. Et je voudrais aussi que ça nous aide tous à réfléchir à notre manière d'être. Avec les enfants, mais avec tout le monde. Bien sûr. Et avec tout le monde. On oublie que la relation, c'est pas que les mots qu'on échange ou qu'on n'échange pas. C'est aussi notre corps, c'est notre manière d'être, notre détente ou notre crispation. C'est un langage que le corps de l'autre, le cerveau de l'autre identifie. Mais on n'y prend pas de garde. Alors, il faut aussi savoir que des fois, quand on veut aller trop vite vers l'enfant, il va se retirer, il va tourner la tête. On fait intrusion. Donc, trouver la juste place pour venir avec calme, sérénité et quoi d'autre qu'on n'a pas encore nommé, qui fait que l'enfant va oser s'aventurer. Donc ça, c'était une première expérience qu'on avait fait et on se dit, mais il faut qu'on continue ça. En fait, ce qui s'était passé dans cette expérience qui a été notre premier contact entre la communication intuitive et ton travail, c'était que j'avais demandé à Django, à votre demande, la propriétaire, donc ton infirmière et toi, comment il avait discerné qu'il fallait rester à distance. Oui. Et en fait, plutôt que de s'approcher des enfants ou d'avoir d'autres attitudes, comment il avait discerné que c'était ça qui était nécessaire. Et Django avait très très bien compris, si je me souviens bien, l'importance de respecter l'espace de l'enfant. Oui. Et il nous avait même donné l'information que selon lui, ça aurait été plus facile pour l'enfant s'il y avait eu plus de personnes dans cette chaîne relationnelle. C'est ça. Il aurait eu peut-être il aurait peut-être mis moins de temps ou ça aurait peut-être été moins fort émotionnellement, plus facile en tout cas, d'une façon qu'on ne peut pas identifier encore. Mais Django avait discerné exactement le comportement à avoir pour faciliter la relation avec cet enfant. Tout à fait. Et donc, nous nous sommes inspirés de ça dans le fait qu'on a pris conscience que de parler à un enfant, même avec une voix posée, ne suffit pas. Il faut souvent un contact physique en même temps pour que l'enfant soit réceptif à notre message verbal. C'est ça, donc c'est l'animal en fait qui dans ses comportements instinctifs, on va dire, ses comportements naturels, sa capacité à être présent dans l'ici et maintenant, vous a inspiré des idées de comportement qui ont marché avec des enfants, c'est-à-dire un enfant qui devient tonique sur un poney parce qu'il y a le contact physique,
un autre qui accepte l'interaction parce qu'il a d'abord, il y a eu un respect de son espace et qu'il ne s'est pas senti menacé, etc. Oui. Et donc là, ce qu'on espère en travaillant ensemble, eh bien, c'est de pouvoir continuer à trouver des idées, à s'inspirer de ce que font les animaux, finalement. C'est ça. Absolument. Et je suis émerveillée quand je vois un enfant se mettre à sourire en regardant. Le chien le regarde, il regarde le chien, il sourit et il tourne la tête vers nous et il sourit en partageant ce sourire. Je me dis ça, j'aurais même pas pensé ça possible. Voilà. Et finalement, par rapport à la zoothérapie, puisqu'on utilise parfois des animaux dans des milieux hospitaliers avec différents types de pathologies ou de souffrances, eh bien, par rapport à la zoothérapie, la communication intuitive apporte le plus que l'animal peut expliquer avec l'outil de la communication intuitive ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et donc il n'est pas un objet thérapeutique, il devient un partenaire à part entière, c'est-à-dire qu'il devient capable d'être entendu dans les raisons de ses comportements. Voilà. Et quelque chose qui nous avait vraiment bouleversé, cette infirmière qui a le chien Django, et moi, c'était quand l'année dernière, tu avais fait une communication avec Django et il l'avait demandé des nouvelles d'une petite fille que tu avais décrite. Tu ne connais strictement rien des enfants dont on s'occupe. Tu avais dit il se préoccupe pour une petite fille de 7-8 ans qui a des longs cheveux bruns. On s'est dit, c'est pas possible. Il y avait effectivement une petite fille de 7-8 ans avec des longs cheveux bruns, qui avait des souffrances terribles, qui criait beaucoup, qui pleurait beaucoup, qui était inapprochable. Et ça nous a énormément touché que le chien puisse s'en préoccuper. C'est-à-dire qu'il a lui aussi un ressenti de l'inquiétude et de l'empathie pour une enfant, effectivement, qui n'était plus venue les mêmes jours où il était présent, et donc il ne savait pas ce qu'elle était devenue. Donc là, nous nous sommes dit, oui, le chien vit des expériences avec les enfants, il a un naturel pour entrer en contact et favoriser la relation, il a des choses à nous apprendre, vraiment. Vraiment. Oui, sur cette façon d'être qui est effectivement avec le geste juste, avec la distance juste, avec le regard qui est posé exactement où il faut. Ça, c'est vrai que les animaux ont des perceptions qui sont très fines par rapport aux nôtres et que peut-être tout simplement parce qu'effectivement notre espèce a privilégié le langage verbal sur d'autres choses, mais aussi dans le monde intérieur de l'animal, il y a une capacité d'empathie, il y a une intelligence, il y a une compréhension de la souffrance de l'autre, il y a un intérêt pour cette souffrance et il y a aussi des choix de la personnalité de l'animal pour aller vers tel patient plutôt que tel autre, parce qu'il y a aussi ce désir d'aider de manière désintéressée. Absolument, absolument. J'aimerais bien que tu parles des parents qui ont eu l'idée de prendre des animaux. Oui. Ouais. Alors, eh bien voilà, donc d'une part, les parents étaient émerveillés de voir que leur enfant s'ouvrait. Progressait. Et du coup, ils se sont dit, mais alors, on va prendre un chien à la maison. Et découvrent qu'effectivement, aussi à la maison, l'enfant s'intéresse au chien et développe des capacités relationnelles avec le chien très facilement. C'est une piste qu'il faut suivre, une piste, mais suivons-la. Et mettons ce qu'il faut comme moyen pour avoir un petit peu, réfléchir un peu plus sur observer. Donc pour ça, il faudra filmer de plus en plus de séances d'enfants d'enfants différents avec le chien et réfléchir et communiquer avec l'animal pour voir ce qu'il va en sortir de cela. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est la technique qui va aider l'autisme. Non, je ne dis pas ça. Ce serait malhonnête de ma part. Je ne le ferai pas. Par contre, comme on cherche dans tous les domaines, suivons cette piste-là. Parce que quand on voit sourire les enfants, quand on voit la joie, et la joie en phase avec un événement,
pas une joie qui sort comme ça, coupée de tout contexte. La joie en phase, c'est une expérience qui est tellement riche et tellement émouvante qu'il faut continuer. Oui, puis on peut imaginer aussi combien ça peut apporter de bien-être, même s'il est temporaire, à des enfants qui sont en souffrance permanente. C'est affreux. Ça, c'est clair. Et donc, c'est vrai que le fait d'apprendre en communiquant avec les animaux, avec ces animaux-thérapeutes, le fait d'apprendre comment ils s'y prennent eux, ça peut vraiment inspirer des nouveaux comportements ou nous aider à nous focaliser sur certains de nos comportements humains qui pourraient faciliter l'interaction de la part des enfants autistes, qui pourraient leur donner envie de communiquer avec nous à nouveau. Et la participation des animaux, si elle est reconnue à son juste niveau, si on s'en sert pour identifier clairement, en communiquant avec eux, non pas en reproduisant ce qu'on imagine qui pourrait être utile pour l'enfant, mais en demandant à l'animal qui est un être intelligent ce qu'il a fait volontairement, consciemment, pour favoriser la rencontre avec cet enfant, ça peut permettre de progresser beaucoup plus vite. De progresser, absolument. Oui, absolument. Donc espérons que ça puisse donner des résultats positifs, des résultats utiles pour favoriser. Et là, on est le tout début. Et c'est quelque chose d'enthousiasmant. Alors, c'est un aspect parmi d'autres. Voilà, mais c'est enthousiasmant et les premiers résultats que nous avons nous stupéfient. Là, il y a des espoirs énormes qui sont là. On ne sait pas encore ce que ça donnera, mais en tout cas, rien que le fait de se dire qu'on peut imiter en tant qu'entourage de cet enfant en souffrance, qu'on peut imiter des comportements qui le soulagent en ayant identifié exactement lesquels, dans quelles circonstances ils peuvent être utiles, je pense que ça peut être rien que ça, c'est déjà une avancée. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Bon, ben voilà, allez. Merci. Il n'y a plus qu'à. On n'a qu'à travailler ensemble maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Merci Anne.